Nous sommes le lundi 20 juillet 2020, il sonne 11h et nous sommes au studio pour vous accompagner dans le tout premier numéro du Club La Presse de cette semaine. Nous rendons grâce à Dieu qui nous accorde cette journée. Nous nous tournons vers lui pour envoyer l'Esprit Saint à partir du moment où les lieux de culte sont ouverts. L'Esprit Saint sera encore plus abondant et nous vous servirons une émission ponctuée d'informations autant que possible vraies, d'informations autant que possible utiles et bienveillantes pour notre vie en société togolaise. Et pour cela, nous bénéficions de l'accompagnement technique de Michel Vitogbe Tomega qui revient de congé et qui rejoint Géraud Akoucha. Et j'ai autour de moi ici 3 confrères, en attendant le 4e avec un invité. Mais commençons par celui que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir dans ces anciens nouveaux habits de président du CONOP. Vous avez deviné, Harry Miaou Tchanyao, bonjour. Sas, bonjour. Bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Canal FM. Bonne semaine à tous. Le président réélu du CONAP qui va décliner au micro du Club La Presse les défis que vous vous fixez pour son deuxième mandat et également les moyens que vous pensez mettre à disposition pour les satisfaire, président. Tout à fait, ce serait avec plaisir que nous allons parcourir tout ce que nous avons comme programme et voir ce que nous pouvons faire dans les 2 années à venir pour l'amélioration de la condition de vie de tous les journalistes togolais. Merci. Avec le président Tchanyao du CONAP, Aliro Morou Tchakala de Courrier de la République. Bonjour. Bonjour Innocent Sasgaou, bonjour au président du CONAP et bonjour à tous les confrères ici présents. Bonjour également à l'invité. Les confrères dont Ali Legrand du journal Audience paru aujourd'hui. Bonjour Ali. Bonjour Sas, bonjour auditrices, auditeurs et bonjour au président Tchanyao, avec plaisir de vous retrouver. Merci à tous les confrères ici présents et aux chers invités. Et à bientôt pour on est ensemble. Vous êtes Ali qui ne veut pas être petit. Ah non, tout à fait. Je ne peux pas être petit, moi je suis toujours surtout pas être petit. Surtout pas être petit. Même si on est petit en âge ici dans ce studio, on veut être aussi grand, n'est-ce pas Didier Assogba? Oui, naturellement, aux âmes bien nées, comme on dit, la valeur n'attend point le nombre des années. L'essentiel, c'est de travailler pour devenir grand. Bonjour Sas, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM. Merci. Et avec ces petits qui ne veulent pas être petits, mais qui veulent être grands, réfléchissez sur la pensée du jour qui dit, Didier Ali, la pensée du jour dit que le jeune court plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît le chemin. Oui. Le jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît le chemin. Vous ferez les commentaires au cours de l'émission. Eh bien, s'il y a des petits, il y a quelqu'un ici qui aurait pu être le grand-père de certains, mais qui s'est donné la peine d'être avec nous. C'est le professeur Yao Philippe Kassankogno. Bonjour, professeur. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour, auditeurs et auditrices de Canal FM. Eh bien, professeur, je pense que vous n'allez pas rougir quand il disait que vous aurez pu être le grand-père de certains dans ce studio. Votre tête, votre parcours en témoigne. Vous êtes médecin, enseignant. Vous êtes surtout un ancien de l'OMS. Mais vous n'avez pas voulu dormir paresseusement, entre guillemets, au cours de votre retraite. Vous vous mettez encore au combat au moment où notre pays organise la riposte contre la Covid-19. Et c'est avec plaisir que je voudrais jouer ce rôle et je joue ce rôle. Merci. Donc, si je ne m'abuse, 3 générations réunies dans ce studio du Club La Presse. C'est pour la richesse des débats. Souffrez seulement que nous adressions un salut tout particulier à des amis du Club La Presse. Le samedi, nous étions à la frontière de Ségbé et nous pensions passer incognito, mais quelle fut notre surprise. Seulement au timbre de notre voix, les amis nous ont reconnus et ont commencé par citer les infidèles qui défilent dans ce studio. Entre autres, l'officier de police adjoint Noam Fondé et l'autre officier Kpakpaga Toksala.
et à tous les officiers, à toutes les forces de l'ordre et de sécurité au poste frontalier de Ségbé. Votre amitié nous touche. Alirou Tchakala, nous avons encore eu la preuve samedi dernier que ce que nous disons dans ce studio va un peu partout au Togo, en Afrique et dans le monde. Absolument, nous ne sommes pas que dans ce petit studio, mais au-delà du studio, mais c'est tous les Togolais et partant toute la planète qui nous écoute. Donc nous avons une très grande responsabilité de dire des choses bien, de dire des choses sensées pour que quand nous passions, les gens puissent penser des choses aussi bien de nous. Donc je crois que c'est une exhortation à toujours mieux faire et à toujours jouer le bon rôle quand on est devant ces micros. Merci encore une fois aux officiers, agents de la gendarmerie, de la police, du service d'immigration, même des renseignements. Nous n'oublions pas les gardes forestiers au poste frontalier de Ségbé. Vous avez le salut du Club de la Presse et merci de transmettre ce salut à vos camarades du Ghana. Vous êtes ensemble là-bas, vous travaillez dans la main. C'est une bonne chose. Didier Assogba, aujourd'hui, il y a une association qui fête son jubilé de perles. 30 ans, c'était le 20 juin 1990, au moment où le pays se préparait pour amorcer sa marche vers plus de respect des droits de l'homme, vers plus de démocratie et vers plus de bonne gouvernance, que des Togolais, principalement des avocats, se sont réunis pour créer la Ligue togolaise des droits de l'homme, avec comme premier vice-président, comme premier président, Maître Kofi Go. Après, il y a eu Maître Degli, il y a eu Maître Devochou, il y a eu Gandhi Akwe, il y a eu Maître Amadou, il y a eu Tondé Adjaré, il y a maintenant Maître Célestin Agbogan. Eh bien, Didier, je ne sais pas quel âge vous aviez le 20 juin 1990, mais c'est vous qui dites un mot à l'endroit de la Ligue togolaise des droits de l'homme. À l'époque, je devrais avoir 3 ans. 3 ans, 3 ans, oui, 3 ans exactement, 3 ans quelques jours. Mais ça a été un plaisir pour nous d'avoir appris tout le rôle qu'a joué cette association, cette organisation de défense des droits de l'homme. Donc la première qui on va dire, qui est née dans une défiance totale à l'époque, n'était pas donnée à l'époque de créer une association d'abord, puis une association de défense des droits de l'homme qui relèverait les manquements à l'observation, au respect des droits de l'homme dans ce pays sous le tout-puissant général Eyad Demaï. Donc, la LTDH a su jouer son rôle et n'en témoigne que le refus des autorités de leur donner le récépissé qui fondait donc ou qui attestait la légitimité de cette association, ce récépissé qui n'a été donné qu'il y a quelques années seulement, plus de 20 ans, 25 ans après que ce récépissé a été donné. Et donc la LTDH a su jouer son rôle avec tous les sommités qui ont présidé cette association. Qu'on l'aime ou pas, elle a fait ce qu'elle a pu faire. Aucun parcours n'est jamais sans critique, sans défaut. La LTDH a su jouer son rôle. Si d'autres associations aussi peuvent faire comme la LTDH et combler les manquements que la LTDH a eu, je pense que notre pays ne se porterait que mieux. Merci. La LTDH qui célèbre son jubilé de perles. 30 ans, Alirou Tchakala, 30 ans fête de haut et de bas. Absolument, ce ne fut pas un parcours tranquille, ce ne fut pas un long fleuve tranquille. Nous avions vu tous les soubresauts, toutes les embûches qui ont jalonné le parcours de cette prestigieuse association. Mais comme on s'est donné certains objectifs à atteindre, je crois qu'ils se sont laissés pas intimider par l'enjeu de l'heure et par tout ce que nous savons au temps du général. Parler des droits de l'homme, c'est s'afficher comme si on était un opposant à ce régime. Donc, c'est des grands hommes qui ont présidé aux destinées de cette association. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et aujourd'hui, je crois que ceux qui gèrent actuellement cette association ont toutes les raisons de s'adonner à fond pour maintenir le cap, sinon faire mieux. Pour les questions des droits de l'homme, on n'a jamais atteint le summum. C'est une quête permanente. Il faut toujours travailler. Les intimidations viendraient de toutes parts, mais il faut savoir les surmonter et jouer surtout le bon rôle dans l'absolue impartialité. Donc c'est ça qui peut conférer encore
plus de grandeur à la LTDH. Merci. Si je ne m'abuse, la LDTH doit être la première association, du moins des droits de l'homme, a été créée ici au Togo. Quelques mois après, il y a eu également la PED, l'association pour la promotion de l'état de droit, présidée par Maître Djovi Gali. Dans la foulée, il serait fastidieux de citer toutes les associations librement créées ici et qui exercent leur activité. Sauf que le samedi dernier, une autre association a voulu se faire porter sur les fonds baptismaux, mais ça n'a pas pu se réaliser parce que les forces de l'ordre se sont introduits dans la salle pour demander aux promoteurs du mouvement Conscience Mandela de ne pas tenir leur assemblée baptismale. Il semble, Didier Assogba, quel était le mobile pour lequel les forces de sécurité avaient interdit la cérémonie de lancement de ce mouvement Conscience Mandela? Non, vous avez dit l'essentiel, c'est d'abord pour les organisations, les organisateurs, c'était une grande surprise que d'arriver sur les lieux et avant même qu'ils n'ouvrent les lieux, les forces de l'ordre et de sécurité étaient déjà là pour le lancement d'une association. Ça a paru curieux pour ceux qui étaient. Moi, j'ai envoyé un journaliste qui a été invité, tous les confrères étaient invités pour assister au lancement de cette organisation, qui, ce n'était pas non plus le jour de la création, qui avait été créée depuis 2018, enregistrée au ministère de l'administration territoriale, et donc c'était juste pour dire aux journalistes que nous existons, que nous allons démarrer nos activités, mais il a été interdit aux organisateurs, aux promoteurs de cette organisation-là, de tenir l'assemblée générale ou enfin la séance qui portait l'organisation sur les fonds baptismaux sous réserve qu'ils n'ont pas le récépissé. Alors que on sait comment ça fonctionne au Togo avec les associations. N'est pas le récépissé le premier jour où on se déclare quelle association qui veut. Et donc on venait de parler du cas de la LTDH et on peut multiplier les exemples dans ce domaine-là. Les associations se déclarent, se font enregistrer, ils ont un numéro d'enregistrement, ils ont tout au ministère et ce n'est qu'après les renseignements nécessaires que le ministère délivre le récépissé. Et pendant ce temps, les associations, comme toutes les autres associations d'ailleurs, fonctionnent. Donc la dernière fois, on n'a rien compris. Les organisateurs même étaient surpris de cette affaire-là. Mais voilà ce qui s'est passé. Les forces de l'ordre ont empêché la séance de se tenir, mais les responsables de Conscience Mandela ont trouvé quand même le créneau nécessaire de parler aux médias et de dire leurs objectifs. La preuve, nous en parlons. Ali Legrand, ce qui s'est passé le samedi avec ce mouvement, c'est encore la preuve par 9 que nous avons bel et bien la liberté d'opinion, la liberté d'association, la liberté politique, la liberté d'expression, mais tout cela, c'est un combat quotidien qu'il faut gagner davantage. Oui, c'est un combat quotidien. Tout à l'heure, mes confrères, mes prédécesseurs disaient que tirer chapeau à la Ligue togolaise des droits de l'homme par rapport au chemin parcouru, aujourd'hui 30 ans, c'est très grand. Pour revenir sur le cas d'espèce, il faut féliciter d'abord les organisateurs de cette association Conscience Mandela, parce que là, c'est pas facile, sauf que la fin telle que c'est dit là, je crois que ça nous salue tous au Togo, une association qui existe, ce qui voudra dire que c'est une organisation de la société civile, et lorsque vous vous déclarez, vous atterrissez au ministère de l'administration territoriale, au premier contact, dès lors que le dossier est accepté, vous avez un numéro d'enregistrement qui vous permet de démarrer vos activités d'une manière ou d'une autre. Maintenant, je sais que le ministère de l'administration territoriale étant le garant de ces organisations, il y a des mobiles qui amènent par moment à ce que vous ne puissiez pas dépasser un certain niveau. C'est-à-dire qu'il y a certaines activités d'envergure que vous ne pouvez pas mener dès lors que vous n'avez pas encore le récépissé. Bon. Pour le cas d'espèce, on nous fait savoir que ça fait déjà 2 ans, sinon pratiquement 2 ans, puisqu'ils sont là, paraît-il, depuis 2018. L'autorité dit qu'ils n'ont pas le récépissé et que par conséquent, enfin, juste une sortie, peut-être pour lancer un projet phare, je n'en sais rien.
Non, c'est pas lancer un projet, c'est juste pour dire aux médias que nous existons depuis 2018, mais maintenant nous allons démarrer nos activités. Voilà, là c'est quand même bizarre. Et ça, encore une fois, avec le studio de Canal FM, comme vous avez l'habitude de le faire, nous avons d'ailleurs un invité à côté. Il faudrait qu'on arrive justement à toucher une personne bien placée du ministère et de l'administration territoriale et des mobiles qui auraient conduit le ministère de la Sécurité à agir de la sorte. Comme ça serait l'opinion. Nous allons creuser en savoir davantage. Président Tchaniao, je présume que le Conseil national des patrons de presse a bel et bien son récépissé. Tout à fait. Là, vous nous rassurez. Je vous rassure que nous avons notre récépissé. Ok, bien, il y a 2-3 semaines, le CONAP a tenu son assemblée générale de fin des mandats. L'occasion qui avait été saisie pour renouveler les instances du CONAP, et vos camarades vous ont renouvelé leur confiance. Vous êtes reconduit à la tête du CONAP, et ces derniers temps, vous avez eu une certaine activité assez intense qu'on qualifierait de diplomatique. On vous a vu dans le bureau du ministre de la Communication, vous étiez dans le bureau également du président de la HAC, vous avez même été reçu par certains diplomates, dont notamment de l'Union européenne. C'est dire que vous démarrez votre deuxième mandat sur des chapeaux ardents. Merci Sass pour l'opportunité que vous nous donnez de parler un peu de nous. J'avoue que ce n'est pas de notre habitude, comme de l'habitude de beaucoup, de danser, de s'apprécier, de parler d'eux. Il vaut mieux pas. Danser, les autres apprécieront. Voilà. Et donc, comme nous y sommes déjà et que nous devrons nous exercer, je voudrais rappeler à l'opinion que j'ai été porté à la tête du Conseil national des patrons de presse le 18 mai 2018. Et comme tel, et comme le dit nos statuts, nous devions le 18, 2 ans après, le 18 mai, rendre ou le tablier ou nous soumettre à nouveau à l'appréciation de nos confrères par rapport à tout ce que nous avons fait comme parcours les 2 ans passés. Et nous y étions quand nous avons été surpris par la Covid et avions dû reporter sur une date ultérieure. Et chemin faisant, les autorités ont commencé par tenir un discours comme quoi la maladie ne finirait pas de si peu et qu'il faille que nous apprenions à aller avec ce qui nous a ramené à dire, mais si la Covid-19 doit durer 2 ou 3 ou 4 ans, est-ce que nous allons tenir les câbles et rester dans l'état? Et c'est pour cela que le 27 juin, nous nous sommes appelés à l'Assemblée générale où les confrères nous ont refait confiance pour les 2 ans à venir. C'est vrai, tel que vous le dites, nous sommes allés à la HAC, nous sommes allés au ministère, nous avons rencontré l'Union européenne, nous avons rencontré l'ambassade d'Allemagne, nous attendons faire d'autres rencontres. Aller à la HAC et au ministère, pour nous, c'était d'aller faire les civilités aux partenaires traditionnels de la presse. La HAC, tout le monde sait ce qu'elle représente. Le ministère de la Communication, nous tous, on sait le poids ou la représentativité de ce ministère dans la vie des journalistes. Et donc, aller également à l'Union européenne, vous savez qu'aujourd'hui, les patronats de presse de notre pays, avec l'OTM en avant, nous sommes en train de piloter un projet qui consacre la lutte engagée par les médias contre la Covid-19. Et donc, nous sommes allés dire bonjour à ces gens-là et leur réitérer notre adhésion ou notre engagement et l'attente que le CONAP a pour l'accompagnement qu'ils font non seulement à la presse, mais également au Togo tout entier. Merci. Je présume qu'au cours de ces rencontres de civilité, vous avez saisi l'occasion quand même pour présenter à ces autorités-là les quelques points des défis que vous fixez pour les 2 ans à venir à la tête du CONAP. Oui, tout à fait. Nous avons 10 points que nous partageons avec les partenaires que nous rencontrons. Bien évidemment, nous avons envie de renforcer la confraternité entre nous parce que vous savez que il n'y a que... Président, comme ces 10 points, il serait fastidieux de les commenter. Alors, listez-les justement. Nous avons aussi en vue la professionnalisation continue, puisque par le passé, nous faisons des formations, nous allons continuer par former les amis. Nous avons la protection sociale qui nous tient beaucoup à cœur. Nous avons également
la convention collective qui depuis toujours est restée dans les tiroirs. On en parle, mais jamais nous ne sommes pas allés à l'essentiel. Nous pensons également à une messagerie pour les médias papier. Et comme vous demandez de ne pas faire de commentaires, nous pensons également renforcer le lobbying pour faire en sorte que l'aide de l'État, qui est aujourd'hui à 150 millions, puisse aller au-delà. Nous pensons également, si nous avons des possibilités, implanter une imprimerie, non pas forcément pour les membres du CONAP, mais pour l'ensemble des journalistes de notre pays, pour leur faciliter les parutions. Nous pensons également faire en sorte que le Togo se positionne davantage au plan international par rapport à tout ce que nous faisons dans notre monde. Nous avons également en idée de renforcer la solidarité entre nous, journalistes, et puis, au 10e point, nous pensons renforcer ou nous entendons faire en sorte que la liberté de presse se renforce davantage dans notre pays parce que c'est un acquis qui existe déjà. Il faut le renforcer, il faut le pérenniser. Merci, vous n'avez pas pu les commenter. C'est un point quand même important que nous avons noté. Alors, 2 ans pour réaliser ces 10 points, ce ne sera pas facile. Alors, quels sont les moyens que vous pensez mettre en action pour que on puisse vous évaluer positivement dans 24 mois? Les 2 dernières années, au premier mandat, je crois que si les gens nous ont refait confiance, c'est parce que quelque part, nous avons pu leur donner une assurance. C'est parce que quelque part, ils ont pu comptabiliser quelque chose de positif dans ce que nous faisons. Et nous, notre secret, c'est de nous ouvrir à tous. Au bureau du CONAP que je préside, nous sommes ouverts à tous et nous écoutons tout le monde et nous invitons tous à faire ensemble que nous puissions en sortir gagnants. Parce que quand nous gagnons, ce n'est pas Tchaniao, mais c'est toute la presse togolaise qui gagne. Donc, les premiers moyens que j'ai en dehors des partenaires que nous abordons et à qui nous sommes déjà en train de nous d'expliquer nos attentes, nous comptons sur ce que nous avons comme membres, sur ce que nous avons comme journalistes dans leur ensemble au Togo pour nous accompagner à réussir ces 10 points-là. Merci, Président Harim Yaou Tchaniao. Je rappelle à l'endroit des auditeurs que la tradition sera respectée dans exactement 37 minutes. Quand il sonnera 12 heures, vous pourrez entrer en ligne sur les 2 numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68 pour co-agir avec nous, co-animer par vos questions, vos commentaires, pourquoi pas. Merci, Président Tchaniao. Nous passons sans transition à notre invité, le grand-papa de certains ici, le professeur Yao Philippe Kassankogno. Je rappelais que vous êtes un fonctionnaire, un médecin, enseignant du supérieur. Vous avez fait une belle carrière à l'Organisation mondiale de la santé, mais vous mettez votre retraite à profit pour vous impliquer de plein pied dans la riposte que le Togo organise contre la Covid-19. Nous apprenons que vous faites partie même du conseil scientifique, l'instance très haut placée. Ok, ce n'est pas ça, mais quand même, avec votre expertise. Alors, le président Tchaniao disait tantôt que les autorités, aussi bien sanitaires que gouvernementales, nous apprennent que nous devons apprendre à vivre avec la Covid-19. C'est dit, professeur, que le nouveau coronavirus n'est pas la première épidémie, la première pandémie virale que l'humanité connaît. Effectivement, il y a eu plusieurs pandémies. Maintenant, pour que les auditeurs et les auditrices comprennent bien, il faut voir qu'est-ce que c'est qu'une pandémie. Pour être bref, c'est une maladie qui se propage mondialement. Donc, toute maladie qui se propage mondialement, on l'appelle une pandémie. Quand on dit mondialement, vous savez qu'il y a 5 continents. Il suffit que ça se propage dans les 5 continents, on dit que c'est une pandémie. Alors, quelles sont les différentes pandémies qu'il y a eu au cours des derniers siècles? La première grosse pandémie, c'est le choléra. Les gens ils oublient ça, mais pour nous qui sommes des anciens, il y a le choléra. Et il y a eu une première pandémie en 1826 qui a été documentée. Il y a eu une troisième pandémie aussi qui a eu lieu en 1860.
Et actuellement, nous sommes à la 7e pandémie qui a commencé en 1961. Maintenant, quand on dit pandémie, vous voyez que j'ai dit qu'il y a eu une première pandémie juste pour le choléra, hein. C'est que ça peut venir, ça finit, et puis, ou bien ça tend à finir, à se localiser à 1 ou 2 continents, etc. Et puis ça peut aussi revenir. Il y a également d'autres pandémies, c'est la grippe, dont on a beaucoup plus parlé. La première pandémie de la grippe, là, que vous, journalistes, vous connaissez le mieux, c'est la pandémie de la grippe espagnole. Pourquoi on parle beaucoup de cette grippe? Parce qu'elle a fait entre 20 et 40 millions de décès à travers le monde. Il y a eu également la grippe asiatique. Elle a fait un peu moins de décès. 1,1 million 100 000 décès. Il y a eu d'autres grippes, la grippe russe, qui a fait également autour de 2 millions de décès. La grippe de Hong Kong, qui a fait autour de 4 millions de décès. On oublie également que le VIH-Sida aussi, c'est une pandémie. Ça atteint également le monde entier. Et les chiffres, c'est à peu près 25 millions de personnes atteintes, mais il y a eu un peu moins de décès, autour de 770 000. Et maintenant, on a cette pandémie, qui est la pandémie de la COVID-19, qui a commencé en cette année 2020, ou plus précisément depuis la fin de l'année 2019. Maintenant, pour que les gens comprennent, il faut voir pourquoi ça se propage dans le monde. Les premières pandémies, en 1800, etc., les déplacements des gens, c'était surtout par bateau et par train. Donc, ça se propageait moins vite. Et la première pandémie de la grippe, qu'on dit espagnole, là, elle a duré de 1918 à 1920, donc 2 ans. La pandémie russe, elle a également duré de 1956 à 1958. Mais si vous prenez, je viens rapidement en 2020, avec les moyens de transport ultra rapides, la pandémie actuelle, là, elle a mis pratiquement 2 mois, 3 mois pour se répandre dans le monde entier. Bon, il y a eu d'autres pandémies qui ont fait un peu moins de décès. Même Ebola, là, on peut dire que c'était une pandémie, même s'il n'y a pas eu beaucoup de cas. Parce que Ebola aussi a atteint beaucoup de continents. Merci, professeur. Et je présume que l'humanité, le monde de la science ont tiré des enseignements de ces différentes pandémies, ce qui amène maintenant les États, après un moment d'affolement, à se ressaisir et à aller de plus en plus progressivement au déconfinement. Alors dites-nous, professeur, vous, de par votre expérience de l'OMS et au Togo ici, pour un petit pays comme le Togo, dont nous connaissons le système sanitaire, est-ce que c'est hasardeux pour le Togo de s'ouvrir progressivement à une vie normale, les frontières bientôt, les églises, les écoles, le commerce? Est-ce que c'est hasardeux pour le Togo d'aller progressivement à une vie normale? Bon, je ne sais pas ce que on peut mettre dans le mot hasardeux, mais ce que moi j'ai trouvé, aller étape par étape, c'est mieux. Ça permet d'apprendre, de tirer les leçons pour mieux avancer. Maintenant, quand j'analyse les données au niveau du Togo, il y a eu, à une certaine période, quand je dis, quand les cas ont augmenté, et puis il y a eu une stagnation, et puis une diminution des cas. C'est en ce moment que le Togo a commencé par faire son déconfinement étape par étape. Maintenant, pour pouvoir bien maîtriser, il faut mettre les structures en place pour pouvoir maîtriser l'expansion de la maladie et, si possible, la réduire. Et je pense que le Togo a mis en place certaines structures. Maintenant, est-ce que, quand je dis certaines structures, je ne sais pas si je peux détailler. Je donne toujours l'exemple que quand dans la plaine de Mo, à Djarakwanga, il y a eu des cas et que le Togo est arrivé rapidement à diagnostiquer, à traiter
Ce n'est pas une mince affaire. Il faut rappeler, professeur, que nous-mêmes, le monde de la presse, nous aimons, avec beaucoup d'ironie, qualifier certaines régions comme la plaine de Meaux et la province de Pendjal, du 6e continent. Bon, si vous le qualifiez comme ça, moi, particulièrement, moi, ça m'a impressionné. Ça veut dire que le système mis en place pour détecter là, c'est performant. Maintenant, j'ai vu également d'autres contrées qui sont assez éloignées de la capitale, où les cas ont été assez rapidement diagnostiqués, isolés et traités. Maintenant, si je reviens aux différents aspects de confinement, et je vais au déconfinement, disons à l'ouverture progressive des lieux de culte là, moi je dis qu'il faut vraiment être prudent. Et les différents dirigeants de ces lieux de culte là, il faut qu'ils prennent la prévention au sérieux et appliquer les mesures barrières qu'il faut. Surveiller, mais ne pas accepter que non, on va faire ça et le faire autrement. Maintenant, au niveau de l'État, et quand je dis de l'État, mais également des mairies, mettre en place des structures de suivi et de surveillance pour être sûr. Sinon, il suffit que, la science dit actuellement que dans les espaces confinés, et les lieux de culte sont des espaces confinés, la transmission est plus facile. Et on risque d'avoir des lieux de contamination et il risque d'avoir des explosions. Donc, les différents chefs de culte là, ils ont une grande responsabilité. Merci professeur. Et bien chers confrères, ce n'est que le vendredi dernier que le gouvernement a permis la réouverture progressive des lieux de culte. Nous en avons abondamment débattu, on le ferait encore. Mais vendredi, on a suivi les reportages que les confrères ont fait dans les mosquées. Ça a continué samedi, hier, avec les églises et les temples. Et à ce sujet, Togo Matin écrit aujourd'hui, réouverture effective des lieux de culte entre respect des mesures et garantie d'une continuité. À l'Hérault, on peut, au vu de ce que nous avons constaté ce week-end, que les mosquées et les églises s'appliquent à respecter les mesures convenues avec les autorités. Absolument. Ce que j'ai pu observer vendredi dernier au niveau de certaines mosquées qui ont été admises à rouvrir pour la célébration de leur foi, j'ai été agréablement surpris par les dispositions qui ont été prises au niveau de ces mosquées-là par rapport aux mesures barrières préconisées par l'État. Et j'ai vu des mosquées qui ont connu tout un chamboulement. Et j'ai vu tout a été refaçonné. D'abord, au niveau des lieux d'ablution, ce n'est pas le remue-ménage habituel que nous constatons, c'était respecté, il n'y avait pas un afflux massif. Et au niveau même... Oui, à propos des ablutions, j'ai pu contacter certains imams qui ont vivement conseillé aux fidèles de faire l'ablution à la maison avant de venir à la mosquée. Oui, et ceux qui ne le feraient pas avant d'arriver, je crois que il n'y avait pas cet afflux massif de fidèles à ces lieux. Il y avait des dispositions de lave-mains, il y a même des gels hydroalcooliques. Et puis, à l'intérieur même de la mosquée, il y a eu des scotch, des chatatons qu'on a utilisés pour au moins délimiter. Et ce n'était pas les tapis habituels qu'on voyait dans la mosquée. Donc tout ça là a été enlevé et chaque fidèle qui est appelé à prier dans la mosquée doit apporter son propre tapis pour faire cette prière. Donc je crois que et les différents responsables religieux sont conscients du mal, il existe et ils sont en train de s'adonner à fond et dire au ministère de l'administration territoriale et pourquoi pas de la sécurité que vous nous avez fait confiance, nous allons vous rassurer que nous tiendrons le bon coup et que nous allons maintenir le cap pour que les lieux de culte ne soient pas des lieux où la contamination se faisant à grande échelle. Des mosquées également, on a vu les églises de différentes confessions religieuses chrétiennes samedi et dimanche. Didier Assogba, c'est pratiquement le même constat. Oui, naturellement, ça n'a pas été la catastrophe que des gens avaient prédit. J'avais déjà dit depuis 3 semaines dans ce studio que ceux qui animent les lieux de culte sont des gens assez responsables. Ceux qui détiennent des églises sont des gens assez responsables qui viennent à l'église ou dans les mosquées avec leurs familles, leurs enfants, leurs femmes
et personne n'a intérêt à se laisser aller à faire du n'importe quoi. On a vu la preuve par 9 depuis vendredi que et dans les mosquées et dans les églises, les gens ont pris toutes les précautions possibles, toutes les précautions nécessaires. Et hier même, on a vu des policiers postés devant certaines églises pour contrôler le respect de ces mesures-là. On a vu l'espace entre les sièges, on a vu l'espace entre les fidèles et c'était même... on a été agréablement surpris comme mon aîné Tchakala vient de le dire. Ça n'a pas été la catastrophe que des gens prédisaient. Je pense que c'est un message que tout le monde a pris conscience de ce que, comme le professeur le disait, de ce que ce mal est réel, peut se propager dans les espaces confinés et les gens ont pris conscience. Le port des bas-vestes a été systématique. D'abord, pour rentrer, le lavage des mains a été systématique. Tout ça a été contrôlé minutieusement par les services d'ordre de certaines églises qu'on a pu sillonner hier. Et c'était tout simplement une prise de conscience générale, on va dire, au niveau de ces lieux. Merci Ali Legrand. On a même vu des églises organiser 2, 3, 4, 5 célébrations au cours de la journée. Les prêtres, les pasteurs qui ont été vraiment sollicités. Mais ailleurs, il y a un regroupement d'églises chrétiennes qui dit ne pas se retrouver dans l'ouverture partielle, progressive de lieux de culte. Alors, ils ont carrément choisi d'attendre jusqu'à ce que tout soit ouvert. Oui, je crois que c'est aussi de bonne guerre. Vous savez, le doyen, l'invité, a dit tout de suite qu'il faudrait être suffisamment prudent avec l'ouverture des lieux de culte qui est enclenchée. Entre-temps, il y a beaucoup, justement, je faisais partie de ceux-là, qui pensaient plus ou moins à une certaine situation pareille. Mais je crois que avec toute la sensibilisation, les réunions préparatoires qui ont eu lieu au ministère avec les responsables religieux, la conscience est à un niveau où les responsables d'église aujourd'hui, voilà ce qu'ils nous ont démontré depuis le vendredi passé et ce jusqu'aujourd'hui. Et hier, moi-même, j'étais à un lieu entre le carrefour Y à Védi et la douane. J'étais sincèrement ébahi parce que vous ne saurez pas que vous êtes dans une église. C'est-à-dire que les personnes, les fidèles arrivent en dents de scie. Et au même moment, il y a les forces de l'ordre qui sont là, pas pour suivre forcément le culte, mais qui observent. Et si bien que quand vous voyez les responsables religieux, vous êtes tellement attirés. Parce qu'en tant que moi j'étais rentré dans la salle, vous voyez la distanciation sociale, les mesures, il y avait les mesures pour pouvoir se désinfecter les mains un peu partout. Et les fidèles pratiquement ne se touchaient pas. Maintenant, pour revenir à la contestation dont il est question, je crois que la situation a cours depuis qu'il était annoncé que certaines églises étaient admises justement pour ouvrir leurs portes. Et beaucoup estiment qu'ils ne se retrouvent pas, que c'est de l'injustice et que vaut mieux, si tel est le cas, ils vont pouvoir carrément attendre, de sorte que au même moment, de sorte que le moment venu, que tout le monde, toutes les paroisses puissent être ouvertes. Bon, de bonne guerre, je l'ai dit dans un premier temps pour dire que ces personnes estiment, par exemple, lorsque vous prenez les religions dans l'ensemble, il y a des catégorisations. Il y a l'église catholique, il y a les protestantes, il y a les assemblées de Dieu, il y a ce que nous appelons aussi des ministères, je ne sais pas, bon, chacun a sa dénomination. Il y a de ces associations aussi, enfin, certains de ces ministères qui ne sont même pas reconnus, mais qui peut-être font partie de certaines associations. Je crois que l'association dont vous faites allusion, je n'ai pas le nom en tête, Didier, voilà, je crois... Le Conseil des ministères et Église charismatique du Togo. Voilà. Je crois qu'il y a plusieurs églises qui font partie, qui sont membres de cette association. Et l'association ne dit pas, pour un article que j'ai eu à parcourir, ne dit pas que non, que certains de leurs membres n'ont pas été acceptés à ouvrir. Mais ils estiment que tous ceux qui sont membres de cette association, y compris toutes les églises au Togo, devraient ouvrir leurs portes au même moment. Bon, vous savez, la compréhension de Dieu, quand on veut rentrer dedans la parole de Dieu, il y aura toujours débat interminable. Mais pour dire que, moi, à mon humble avis, j'estime aujourd'hui que c'est bien fait qu'on puisse aller de manière progressive. Progressive parce qu'on ne peut pas, dans tous les cas, comprendre la hauteur, l'urgence qu'il y a aujourd'hui par rapport à cette pandémie. Nous ne la comprenons pas de la même manière. Merci. En fait, nous parlons des églises chrétiennes, des confessions musulmanes. Bientôt, on va faire des reportages également dans les couvents des divinités traditionnelles pour constater comment cette réouverture partielle et progressive va se faire. Mais dans ce contexte, Arimi Tchanyao, le gouvernement
à l'issue de toutes les réunions tenues avec les leaders religieux, il est convenu que les veillées de prière, notamment la nuit, et les veillées funéraires restent suspendues jusqu'à nouvel ordre. Non, pour ce volet, je crois que le gouvernement a bien vu. Il ne faut pas reprendre les veillées de nuit et funéraires, il ne faut pas les reprendre. Mais je voudrais dire que ce qui s'est passé vendredi et tout le week-end par rapport aux mosquées et aux églises démontre à suffisance la maturité d'un peuple. Je voudrais dire que les Togolais, ils sont matures. Et quand on leur explique une situation, tout dépend de la façon, de la manière dont on leur explique cela, ça marche. Au-delà des mosquées, essayez de voir les lieux publics, les lieux de fréquentation régulière de la masse, notamment devant les supermarchés, les grands coins où il y a des rassemblements. Faites quelques minutes, vous observez que quand quelqu'un vient, il veut rentrer dans un supermarché de lui-même. Il cherche à se laver les mains et à adopter les comportements édictés par le gouvernement. Cela veut dire que vous avez en face un peuple qui a une maturité, qui comprend. Il faut que le gouvernement continue par former, par sensibiliser et que les prochaines semaines, chacun puisse se sentir dans son domaine. Vous avez vu à quel degré la reprise des classes a été une réussite. Ça veut dire que et les parents et les gouvernants, chacun a atteint une hauteur où il comprend le risque qu'il encourt en ne se conformant pas à ce qui a été demandé. Donc, moi, je salue cette maturité de notre Togo, du peuple togolais, et je salue aussi le tact et la finesse avec laquelle ceux qui ont en charge la riposte ou la lutte contre cette pandémie sont en train d'opérer, et chapeau à tout cela. Et je me dis que dans les prochains jours, on pourra, du moment où il n'a pas été dit que dans quelques semaines, Covid disparaîtrait du cliché mondial, nous allons faire avec, mais en respectant... Nous allons faire avec. Il faut rappeler que l'enseignement supérieur aussi a commencé à réouvrir avec les consignes données aussi bien par Kokoroko à Lomé ici que son collègue Sanda, à l'université de Kara, la même chose dans les instituts et écoles d'enseignement supérieur. Et bientôt, les frontières qui seront également ouvertes. Mais ces frontières n'ont pas encore été ouvertes. Quand Faure Gnassingbé s'est envolé il y a quelques jours pour aller en Côte d'Ivoire, et Ali Legrand, vous écrivez que malgré la Covid-19, Faure Gnassingbé était aux côtés du peuple ivoirien pour l'inhumation du feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Togo Réveil aussi, plutôt Togo Matin, qui nous écrit aussi que à Korogo, Faure Gnassingbé a vécu des moments chargés d'émotions, mais un journal, le correcteur, rappelle que Faure Gnassingbé, Gilbert Bawara, Sani Yaya, Général Yark, tous ceux qui étaient avec Faure Gnassingbé en Côte d'Ivoire devraient rentrer en isolation. Alors, professeur, voilà un cas d'école. Les frontières sont officiellement fermées, mais le chef de l'État qui vient d'opérer ce voyage-là en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il le devait, est-ce qu'il le pouvait, professeur? Bon, au niveau de la coordination de la lutte au niveau du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, nous disons qu'il y a des urgences qui sont des exceptions, quoi. Par exemple, si on doit évacuer un patient, même si les frontières sont fermées, ce n'est pas bon de le garder. Bon, je sous-entends qu'au niveau des plus hautes autorités de l'État, il y a les aspects hautement politiques de l'État où il faut voyager et que c'est dans ce cadre-là de la coopération que le chef de l'État et ses collaborateurs ont voyagé. Merci. Et c'est vrai que... En Afrique, on dit souvent que quand ton frère perd un membre de sa famille, c'est bon d'aller lui présenter ses condoléances. C'est dans ce sens que je vois ça. On comprend l'urgence de la mission officielle, mais en même temps, le Togo qui a décrété que quiconque va à l'extérieur et revient devra passer par la quarantaine. Alors, est-ce que Faure Gnassingbé et son entourage également devraient passer par là, professeur? Bon, peut-être que ça vaut les journalistes de voir, parce que nous, on dit qu'il y a plusieurs aspects. Quand la personne revient, il faut tester la personne pour être sûr que la personne n'est pas contaminée.
Donc je ne suis pas dans les secrets de l'État, mais probablement que au plus haut niveau, ils ont dû peut-être faire ce... Pour leur propre sécurité, pour leur propre santé, quoi. Ils ont dû faire ce test. Maintenant, quand il s'agit de la mise en quarantaine, bon, nous disons qu'on peut mettre la personne en quarantaine à domicile si nous sommes sûrs que la personne va suivre cette quarantaine. Mais si on n'est pas sûr, alors il vaut mieux la mettre dans un lieu où on va la surveiller. Merci, chers confrères. On a quand même vu aussi les images. Faure Gnassingbé arborer le masque, le cache-nez. Par moment, c'est vrai que quand il était en tête à tête avec son homologue Ouattara, ils étaient la bouche dégagée, mais à chaque fois que Faure était en public, il avait porté le masque. Ça a beaucoup animé sur les réseaux. Les gens disent que c'est la première fois que Faure Gnassingbé a porté ce masque-là. Tchakala? Oui, ça a fait le buzz. C'était quelque chose de très bien, quelque chose que nous avions vu et, si possible, aimé. Les Togolais ont adoré, au-delà de ce que les Togolais semblent faire croire à une certaine opinion. Les Togolais aiment très bien leur président et toutes les fois qu'il pose certaines actions bien, il les magnifie d'une manière ou d'une autre. Vous savez, avant, quand le président de la République togolais ne portait pas le masque, il n'y avait pas cette obligation qui était faite aux Togolais de porter systématiquement le masque. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un milieu où il y a foule, vous devrez absolument porter le masque. Et je suis sûr aujourd'hui que s'il advenait qu'il y a une manifestation, vous verrez le président togolais porter le masque parce que maintenant c'est rendu obligatoire. Il va le porter. Donc, il n'a enfreint aucune règle en ne le portant pas avant parce que c'était pas obligatoire. Maintenant que c'est obligatoire, je crois que nous verrons désormais le président togolais dans des milieux où il y a foule porter le masque. Maintenant, doit-on les mettre en quarantaine? Non. Bon, vous l'avez vu, quand il était dans la foule, il a porté. Peut-être qu'à leur retour, ils ont été testés. Et si possible, on peut le suivi peut se faire de façon stricte, mais de façon aussi discrète, pour que il ne puisse pas être contaminé. Donc, d'autant plus qu'il n'y a pas longtemps, on a appris que les homologues de Faure Gnassingbé, son collègue du Ghana et du Sénégal et bien d'autres étaient mis en quarantaine en situation de doute. Dieu merci. Ils n'ont pas été testés positifs. Ali Legrand? Oui, Dieu merci. Les présidents des pays voisins qui étaient mis en quarantaine n'ont pas été testés positifs. Et merci également à Faure Gnassingbé pour ce geste salutaire républicain. C'est-à-dire que un confrère le disait tantôt, les Togolais, nous tous, nous aimons bien notre président et nous aimons qu'il pose de bons actes, de très bons gestes qui nous amènent à l'aduler en fait davantage. Et ça stimule la conscience collective. Pendant des semaines, je crois que même sur ce plateau, nous l'avons eu à l'interpeller. Parce qu'on l'a vu apparaître en public, enfin lors de certaines audiences, il a même réussi la coordination de riposte contre Covid-19, où il était là sans bavette. Je crois que plusieurs confrères, ça a fait quand même écrire un certain nombre d'articles. Et la dernière fois, on a constaté que Faure Gnassingbé était en Côte d'Ivoire, au nord de la Côte d'Ivoire justement. Et vous savez, quelqu'un l'a dit déjà, c'est-à-dire que le Togo fait partie d'un des tout premiers pays à s'affirmer, être très touché par la mort de l'ex-premier ministre ivoirien. Et donc, naturellement, le chef de l'État, il s'est rendu avec une forte délégation togolaise. Les Togolais étaient très fiers de le voir pour une première fois porter les masques, sauf que loin des citoyens togolais, à des dizaines de kilomètres, et beaucoup vont jusqu'à dire que tout porte à croire que le président togolais, par rapport à certains actes, il est plutôt extraverti, c'est-à-dire qu'il ne veut pas le faire pour la première fois chez lui. Lors de certaines sorties, il préfère poser certains actes. C'est vrai que depuis la prestation de son serment, il n'a pratiquement pas été vu en public. Maintenant qu'il vient de regagner la patrie, nous verrons à une prochaine sortie publique ce qu'il en serait. Mais professeur Kassan Kognon, il faut rappeler quand même que d'après les derniers chiffres officiels, le Togo a 770
cas de contamination avec, je crois, 540 guérisons. Ça fait autour de 210 personnes qui sont suivies. Et ce chiffre quand même qui est beaucoup plus faible par rapport à d'autres pays de la sous-région, il faut le rappeler. Mais nous convenons qu'il faut adapter notre vie à ce virus-là. Alors, de par votre expérience, voulez-vous nous rappeler les comportements qui doivent être les nôtres quotidiennement dans ce contexte de pandémie? Bon, on ne cessera jamais de le répéter, quoi. D'abord, on parlait tout de suite du port du masque ou bien du cache-nez obligatoire. Maintenant, pourquoi le porter? Par exemple, au moment où moi je parle actuellement, il y a de petites gouttelettes qui peuvent sortir de ma bouche. Et si je suis malade, qui peuvent contaminer les autres personnes en portant le cache-nez, ça stoppe. Et la personne aussi qui est en face de moi en portant, même si j'ai des gouttelettes qui sortent, ça permet de ne pas, à la personne de ne pas respirer ça. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Le deuxième, c'est la distance physique d'à peu près 1 mètre, 1 mètre et demi, 2 mètres. Pour que si quelqu'un éternue ou bien émet ces virus-là, que ça ne peut pas aller au-delà pour contaminer la deuxième personne ou bien d'autres personnes. J'ai vu une image où en Europe, il y a des gens qui étaient assis autour d'une table dans un restaurant. Et les gens là ne portaient pas de masque, donc la personne a contaminé ceux qui sont autour d'elle, autour de cette table-là, et même sur la table de l'autre côté. Donc, la distance physique est importante. Et puis, par exemple, comme je suis venu dans votre studio, si quelqu'un avait la maladie et qu'elle a éternué, des gouttelettes sont peut-être tombées sur cette table, ou bien les portes que j'ai ouvertes, peut-être qu'il y a des virus qui sont restés là-bas. Donc, il faut se laver régulièrement les mains pour éliminer ces virus-là. Donc, ça, c'est les principaux gestes qui nous permettent, autant que faire se peut, d'éviter la maladie. Et on ne cessera jamais de le répéter. Merci de nous rappeler ce que nous disons de la voix de nos jeunes, mais l'entendre encore de la voix de celui qui aurait pu être le grand-papa de certains ici, ça fait plus plaisir. Je vais ajouter peut-être certaines choses. Parfois, les gens le font dans un groupe et puis dès qu'ils vont à la maison, ils ne le font plus. Par exemple, moi, je suis venu ici, si je rentre à la maison, j'ai rencontré d'autres personnes en dehors. Donc, on ne peut pas dire que comme je suis avec d'autres personnes à la maison, surtout quand vous êtes plusieurs locataires là, vous ne savez pas l'autre locataire a rencontré et qui n'a pas rencontré. Donc, il faut vraiment être prudent à tout moment. Dans nos maisons, cours communes, ou bien ceux qui vivent encore en grande famille, comme Arimiao Tchanyao, même à la maison, dans la grande famille, les gestes de président sont toujours de rigueur. Pourquoi vous riez? Non, quand vous parlez de grande famille, bon, d'accord, oui, il faut respecter les gestes, comme le dit le professeur, le docteur, partout, pour que nous puissions tenir le cap que nous avons jusqu'à ce jour dans le pays, puisque quand vous observez ce qui se fait ailleurs, et chez nous au Togo, vous avez tendance de tirer chapeau au Togo, parce que vous avez parlé de 770 et les chiffres communiqués hier. Voilà, et de 540 guéris. Donc ça veut dire que quelque chose de formidable se fait au Togo. Il reste à ce que, comme je le disais tantôt, les populations appliquent tout ce qui se dit, comme on vient de le dire, partout où elles sont, pour que nous ayons ce Merci, il nous reste 6 minutes, mais vos journaux sont sortis. Je voudrais quand même que vous partagiez chacun avec nous le ou les titres phares de votre parution. Le premier, Ali Romour Tchakala, Courrier de la République, paru aujourd'hui. Oui, Courrier de la République a paru aujourd'hui avec dans les champs titres, et je souhaiterais que les titres, nous attendons les qualifier. Dans les champs titres, je vends mon produit. Bon, j'ai parlé de la savane en termes de santé, parce que entre-temps, nous avions lancé des alertes concernant le comportement de certains directeurs préfectoraux de la santé.
Et toutes les fois, notamment à Tandjouaré et à Mango, mais au regard de ce que nous avions fait, il y a eu des réaménagements. Je crois que au niveau du ministère, il va falloir qu'on soit encore plus pointueux parce que nous lançons des alertes, mais il va falloir que le ministère organise quand même des enquêtes, des suivis sur le terrain pour voir si des faits que nous alléguons sont vrais ou pas. Parce que depuis que nous avions sorti ces articles, le ministère nous a écoutés, des réaménagements ont été faits, mais il nous paraît que cela relève un peu plus de règlement de compte que de faits aussi vrais. Donc, nous présentons, parce que nous avions eu à recevoir des appels venant des populations et de ces milieux incriminés, dont les docteurs ont été incriminés, et cela regrette aujourd'hui, et notamment le docteur Avranpo, il est regretté au niveau du Tandjouaré, le docteur Bazamao aussi, on a eu même l'appel du confrère Togo Matin, qui nous a salué par rapport à la reconsidération de ce que nous avions eu à écrire. Et il nous a dit des choses de bien de ces docteurs. Donc, vivement que, au-delà des alertes que nous lançons, que le ministère aussi mène ces petites investigations pour situer les responsabilités avant de passer à l'acte. Merci. Ali Legrand, dans le journal L'Audience, paru aujourd'hui. Oui, il y a certains dont nous avons déjà parlé, mais je crois que nous avons parlé en substance de la consommation locale avec, vous savez, un certain nombre de confrères qui sont regroupés dans un consortium nommé Bouge 228 pour amener les Togolais à bousculer l'habitude de consommation des Togolais, à s'intéresser, d'abord à faire découvrir davantage les produits togolais, le génie togolais, ce qui se fabrique, se produit localement, et d'amener aussi bien les autorités togolaises que le citoyen lambda, le citoyen ordinaire moyen, à s'intéresser aux produits locaux. Et je les jette des fleurs. Donc la promotion du Made in Togo avec la plateforme Bouche 228 coordonnée principalement par Teli Kofi, un confrère du site en ligne globalactu.com. Merci. Consommons togolais au rendez-vous de l'universel. Chaque pays devra y aller avec sa culture. Qu'est-ce que nous autres Togolais nous irons montrer à ce rendez-vous? Arinio Tchanyao, tout président du CONA, vous avez quand même été une publication du journal Nouvelle Opinion. Un titre que vous nous recommandez aujourd'hui? Bon, nous avons parlé de la dynamique Podro. La dynamique Podro qui appelle à une manifestation de rue. Et nous avons trouvé que c'est une diversion parce que le premier ou le candidat de cette dynamique devrait être en face de la justice et pendant qu'on n'arrive pas à répondre et à expliquer ou à éclairer les attentes des populations, on invite cette même population à prendre les rues, d'assaut les rues. Et nous disons que les Togolais quand même savent faire aujourd'hui le discernement et ne se laissent pas berner à tout bout de champ. Voilà. Merci. La dynamique Podro, mais également le parti MPDD du M. Aboyome qui a sorti un communiqué en fin de semaine dernière en filigrane. On sent que le MPDD serait prêt à aller à des discussions politiques pour régler ce contention post-électoral. C'est un peu la sortie également d'autres partis comme le CA, la CPP aussi, et puis l'UDS, le parti d'Antoine Fouli. Mais sur ce sujet, La Montagne écrit, c'est le journal La Montagne qui écrit « Mandat d'arrêt contre Agbouyomme Kodjo, le candidat du Saint-Esprit trouble le sommeil de Faure Gnassingbé » pendant que le Courrier de la République lui écrit « Faure et ses opposants, une histoire de je vous aime, vous non plus ». Et puis également le courrier qui parle de la triste fin de parcours à Agbouyomme Kodjo ou l'audace de tirer sur une corde déjà raide. Didier Assogba, Togo Breaking News, une dépêche également que vous nous recommanderiez? Nous avons parlé du début des vacances pour les élèves des classes de passage. Selon un communiqué du gouvernement, ces élèves-là n'ont plus à reprendre les cours, mais doivent être évalués sur la base des 2 premiers trimestres de l'année. Bon, pour ce qui concerne le primaire et le premier cycle du secondaire, et donc pour ce qui concerne le deuxième cycle du secondaire, ce serait tenu compte du premier semestre et des notes d'interrogation, surtout de devoirs qu'ils ont eu à faire avant de partir. Et donc voilà, nous avons eu à parler de ça. Nous venons de parler d'un tout autre sujet un peu comique, mais quand même qui a son importance. C'est le directeur général de la police nationale qui menace de sanctions les policiers qui se donnent plutôt au WhatsApp
quand ils sont en faction devant les édifices et devant un certain lieu public. Donc le lieutenant-colonel Okbaoul veut désormais sanctionner ces policiers-là et a même exigé qu'ils laissent leur téléphone auprès de leur chef avant d'aller en faction. Donc je pense que c'est un sujet également important. Nous recommandons aux auditeurs, à tous ceux qui nous suivent, de cliquer le lien togobreakingnews.info. Le directeur de la police qui ne vient que réitérer une mesure déjà prise par le ministre de la Sécurité hier, qui avait fait l'amer constat que les agents de sécurité déployés en faction étaient plus préoccupés par leur téléphone portable que de leur mission. Ces agents qui s'exposent à des risques sans le savoir, eh bien, le directeur de la police rappelle que tout agent de police surpris encore avec son téléphone, alors qu'il doit être en état de veille, risque d'être sanctionné. Et les sanctions également, si on vous surprend au Togo ici, vous ne portez pas de bavette, vous payez la somme de 3 000 francs CFA. Ouais. C'est encore légèrement mieux qu'en France. En France, à partir d'aujourd'hui, si on vous surprend que vous ne payez pas, que vous ne portez pas la bavette, vous payez 135 €. Convertissez en francs CFA, vous verrez, entre la France et le Togo, celui qui a le bâton le plus lourd et le plus long. Eh bien, nous revenons au studio aussi avec autour de nous les confrères Harry Miaou Tchaniaou, Ali Legrand, Didier Assogba et Aliro Mourou Tchakala, et notre invité, le professeur Yao Philippe Kassankogno. Nous vous écoutons. Bonjour l'ami. Allô, oui, bonjour. Oui, c'est monsieur Yao. Monsieur Yao. Oui, bonjour. Okay. Oui, oui. Bonjour le studio. C'est pour un vu et vécu. Hier dimanche, le nord de notre capitale a été marqué par un événement que je voudrais dénoncer. Les mariages musulmans. Plus précisément, les mariages de nos confrères de Sahel qui vivent dans le nord de notre capitale. Hier, en fin d'après-midi, il ne fallait pas être dans la zone. Même la nationale, par moment, était bloquée par les convois de ces gens-là qui célébraient fastidieusement leur mariage au mépris des règles barrières par ces temps de Covid-19. Franchement, ça, il ne fallait pas être et voir. Ils étaient bourrés dans des véhicules comme des abeilles. Personne ne portait de masque. Sur les motos, ils sont 2-3. Ils bloquent la nationale. Non, franchement. C'était vu constaté hier. Hier. Au quartier à Guazongo, c'est ça? À Guazongo, entre le Changeur et le pont de Toblé. Franchement, non. Non. Merci. C'est un constat qui revient de façon récurrente, Harry Miaou. Beaucoup de nos amis, surtout venus du Sahel, ils se comportent comme s'ils n'étaient en rien concernés par la Covid-19. Non, je crois que ce n'est pas seulement ceux qui viennent du Grand Sahel. Même il y a eu des événements, soyons courageux de le reconnaître. Quand on enterrait le joueur qui était le joueur à Tchévier la dernière fois, nous avons vécu les mêmes scènes. Il y avait même une intronisation d'un chef, toujours dans Tchévier. Nous avons vécu les mêmes scènes. Je crois qu'il y a des événements parfois qui font perdre l'idée de protection ou de respect des mesures barrières. Et je crois que, en le constatant et en le disant ici, il faut que ceux qui ont en charge la lutte ou la sensibilisation continuent par faire leur travail. La presse également fait le boulot. Merci. L'auditeur qui attend en ligne, bonjour. Bonjour, ça. Oui. C'est Apollinaire. Apollinaire, oui. Oui, s'il vous plaît, j'aimerais poser une question à M. Harry Tchaniaou. Bon, j'aimerais savoir que est-ce qu'on doit permettre à gouvernement avant que Paul Nyasingue doit déclarer son bien. Merci beaucoup. S'il vous plaît, Apollinaire, nous n'avons pas abordé cette question-là aujourd'hui. Restons dans le sujet et nous serons tous gagnants. Oui, bonjour l'ami. Bonjour. Oui. Je voulais demander au professeur. Oui. Allô? Oui. Allô? Nous vous écoutons. Je voulais demander au professeur. Oui. Allô? Oui, le professeur vous écoute. Allô? Le professeur vous écoute. Allô? Apparemment, notre ami n'a pas le retour. Dommage, le professeur qui avait pris son bic pour noter sa question devra attendre le prochain auditeur. Bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, mon directeur. Papa Siviti. Vraiment,
vous avez écouté ce que un confrère a dit à propos des mariages. C'est ça. Je le dis souvent. L'État, vous savez, quand vous voyagez d'ici, Sokodé, Bassa, à chaque kilomètre, il y a des posez ou bien comment vous les appelez contre la barrière de coronavirus. Et c'est mettre des gens pour contrôler, sanctionner dans les rues, dans les quartiers, qui devient un problème pour le gouvernement. Voyez ce qu'il a dit. Des milliers de personnes. Combien de personnes seront contaminées? Donc, à vous de voir. Le docteur est là. C'est son rôle. Mais il va dire que ce n'est pas à lui de sanctionner, d'envoyer la police, la gendarmerie, en vous disant que non, on ne peut pas mettre un gendarme pour un seul Togolais. Non. Faites, si vous savez que la maladie, elle existe, prenez les choses pour contrecarrer ça au niveau des... Merci, Papa Sibiti. Cette information vaut pour tout ce qui se permet des libertés sur les mesures barrières. L'auditeur suivant, bonjour. Ah, il a dû partir, nous nous excusons. Il a dû attendre un peu longtemps. Oui, un autre, bonjour. Bonjour. Oui. C'est comme la vie d'avait dit. Oui, allez-y. Je ai constaté. Ok, allez-y. J'ai constaté que l'anniversaire de l'icône Nelson Mandela, qui s'est déroulé cette semaine, a été passé inaperçu dans les pays africains. Or, chez nous au Togo, l'association là qui a voulu sauver notre face, malheureusement aussi a été interdit pour réunir la presse pour sa conférence. Oui. Donc, je demande que tout cela n'est pas bon pour l'image de l'Afrique. Or, c'est un cérébré dans le monde entier. Merci de partager votre préoccupation avec nous. Nous passons au suivant. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sall. Oui, c'est monsieur Marcel Afano. Oui, allez-y. Oui, j'aimerais juste d'abord interpeller le professeur parce que j'estime qu'il y a une sensibilisation qui doit être faite au niveau des forces de l'ordre. Parce qu'il est vrai qu'il est demandé de porter le cache-nez, mais il est aussi vrai que dans une voiture, par exemple, dans une voiture personnelle où se trouve une femme avec ses enfants, on ne peut pas la sortir et sortir ses enfants comme ça, ils n'ont pas porté le cache-nez. Parce qu'ils habitent d'abord dans la même maison. Et l'essentiel, c'est d'abord de voir si les règles de distanciation sociale sont respectées. Parce que j'aimerais bien qu'il y ait une sensibilisation qui se fasse à ce niveau. Il faut qu'on sache que là où on nous dit, la loi c'est dit clairement que là où on ne peut pas porter, là où la distanciation sociale n'est pas possible, il faut porter le cache-nez. Donc, à partir du moment où il y a un respect de distanciation sociale, la nécessité de porter le cache-nez ne s'avère pas. Mais il faut les éduquer. En fait, ce n'est pas parce qu'on a dit que tout le monde doit porter le cache-nez à tout bout de vent, il faut arrêter tout le monde. Non. Il faut faire les choses dans les règles de l'art. J'aimerais bien qu'une sensibilisation soit faite à ce niveau pour que vous les interpellez. Merci. Nos amis de la FOSAP vous ont écouté en direct, la meilleure pédagogie pour qu'ils fassent leur travail avec toute la rigueur, mais à ne pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. L'auditeur suivant, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Allô, nous vous écoutons. Allô? Oui, nous vous écoutons. Allô? Oui, nous vous écoutons. Oh, vraiment, Chad, il n'a pas non plus le retour. Vraiment dommage. J'espère que ce n'est pas le même qui a été victime par 2 fois de ce phénomène. Oui, le suivant maintenant. Bonjour. Bonjour. Oui. C'est M. Kokou. Monsieur Kokou, allez-y. Je salue le plateau. Je voudrais poser une question au président du CONAP. Oui. Je me souviens que le CONAP a organisé une activité. Entre-temps, ils ont parlé de l'harmonisation du tarif des journalistes pour des conférences de presse et tout ça là. Et au jour d'aujourd'hui, quel état de lieu sur cette harmonisation? Merci. Président. Merci pour la question. Je crois que le tarif dont il parle n'était pas... C'est bien sûr le CONAP qui l'a initié, mais c'est en synergie avec les autres organisations patronales que nous avons travaillé là-dessus. Nous étions partis pour lancer
pour mettre ça en vigueur le 1er avril 2020. Et malheureusement, la maladie nous a frappés, puisque beaucoup de gens d'ailleurs ne paraissent plus avec du papier physique et que tout a été chamboulé. Nous avons dû surseoir cela, mais très bientôt, quand les papiers vont commencer et que toute la vie va reprendre normalement, nous allons relancer cela parce que nous en sommes conscients. On ne peut pas ouvrir un chantier qu'on ne va pas quand même pouvoir fermer. Nous sommes en train d'y travailler et ça aboutira. Merci pour la question. Merci. En attendant le prochain appel, professeur, ces auditeurs qui ont partagé avec nous ce vieux constaté, c'est un constat quand même que dans certains groupes, il y a vraiment du mal à se discipliner pour les mesures barrières. Professeur. Bon, c'est-à-dire que c'est le rôle donc de nous tous de sensibiliser. Quand on dit mesures barrières là, il faut reconnaître que c'est d'abord pour se protéger soi-même d'abord. Et en se protégeant soi-même, on protège sa propre famille et on protège les autres. Donc il faut continuer la sensibilisation. Mais nous apprenons que parfois la sensibilisation seule ne suffit pas. On a toujours dit qu'il ne faut pas voler, mais il y a des voleurs qui volent. Donc il faut de temps en temps un peu de bâton aussi. Voilà. Merci beaucoup l'auditeur qui entend en ligne. Bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur. Oui, c'est monsieur? Bonjour Sass. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Douaré. Douaré. Oui. Ok, nous vous écoutons. Je disais, moi je trouve que il y a une solution pour éliminer la pandémie. La seule solution que la France avait demandé, a fait le confinement pendant 3 semaines. Si tout le monde entier pouvait faire le confinement, tout le monde entier, pendant les 3 semaines, ou bien 4 semaines, le mal est parti, c'est fini. Parce que on a dit que nous sommes en période de guerre. En période de guerre, il n'y a pas de problème d'économie. On parle pas plus d'économie. On parle de survie. Et pour la survie, si on peut, tout le monde peut être confié dans le monde entier. Chacun de ça à la maison. C'est-à-dire que le programme mondial d'alimentation mondiale, donc on donne la nourriture à chaque famille, chaque foyer. Pendant 4 semaines, tout le monde reste à la maison. Ce sont des hôpitaux qui vont accueillir les malades. Et c'est fini, le mal est parti. Merci. Il y a une solution. Eh bien, professeur, voilà ce que la recette de notre ami. Un confinement systématique dans le monde entier pendant 3-4 semaines. Le virus sera vaincu. Est-ce que c'est réaliste, professeur? Bon, moi, je ne suis pas économiste, parce qu'il y a l'aspect santé et puis l'aspect économie. Et beaucoup de personnes nous disent que parfois vous faites le confinement pendant telle ou telle durée. Les gens ne vont pas mourir de la maladie, mais ils vont mourir d'autres choses. Donc, c'est des choses à étudier et pour voir quels sont les éléments positifs et les éléments négatifs afin de se décider. Mais ce que je voulais dire à l'auditeur, on peut confiner au niveau du Togo pendant 3 ou 4 semaines. Il suffit qu'un cas vienne. On dit souvent que nos frontières ne sont pas hermétiques. Qu'un cas passe à travers les mailles et puis ça peut reprendre quelque part. Donc d'où la nécessité de ce que nous disons. Il faut appliquer les gestes barrières, il faut surveiller tout le temps, quoi. Merci Tchakala. La sensibilisation, le club La Presse, nous avons commencé cela bien avant même que le gouvernement nous entre dans la danse. Nous continuerons à le faire. Oui, nous le faisons parce que nous nous sentons concernés par la dynamique de lutter contre le mal. Nous le faisons très bien. Je suis pas en train de nous jeter des fleurs. Vous avez vu tous les programmes qui avaient lieu ont été chamboulés rien que pour donner une grande place à cette sensibilisation, à cette lutte. Mais malheureusement, nous sommes aussi oubliés. Quand aujourd'hui on a parlé, les 3/4 de l'émission étaient consacrés même à la lutte contre la pandémie. Mais en retour, il va falloir que l'État nous accompagne. Il va falloir que l'accompagnement soit conséquent pour que nous aussi, nous puissions redoubler d'ardeur dans la lutte. Je crois que au niveau des associations, il doit se former une certaine synergie pour quand même demander à ce que l'accompagnement soit efficient. Dans certains pays, quand vous prenez le Niger, 2 milliards ont été affectés à la presse
pour gérer cela. Au niveau du Sénégal, on parle de 5 milliards. Donc, vivement qu'au Togo, nous ne demandons pas tant, mais le juste nécessaire pour que l'accompagnement soit efficient. Président Tchaniao, Emmanuel Macron dit que la France était en guerre, bon nombre de pays. Alors, l'histoire nous apprend qu'on gagne une guerre d'abord par la communication, c'est ce que la presse fait, mais avec le constat également partagé par Tchakala. Vous partagez ça? Non, bon, il faut que nous soyons réalistes. Ce que Tchakala dit est réel. Les organisations patronales, avec la fêtière OTM, nous avons fait le constat du travail que l'ensemble des médias était en train, ou est en train jusqu'à aujourd'hui d'abattre par rapport à cette lutte-là. Et nous avons fait des démarches auprès des autorités de ce pays. Mais nous avons également, tout le monde le sait ici, qu'il a été débloqué une enveloppe pour accompagner la presse. Mais j'avoue que cette enveloppe n'a pas la taille des attentes de la presse. Puisque de Lomé à Saint-Cassé, il a été fait un geste de 20 millions pour toutes les organisations patronales pour aider les rédactions à tenir. Des gens s'étaient retrouvés par endroits avec 50 000 et je ne peux pas aller dans les détails, mais je sais que les autorités pays savent le travail que nous faisons et j'ai ouï dire qu'il va être fait quelque chose au fil des temps pour récompenser le travail que nous avons abattu et je crois que nous n'allons pas forcément ouvrir les yeux pour regarder ça et baisser d'ardeur. Nous allons continuer comme nous le faisons et actuellement quand nous en parlons, nous sommes convaincus qu'on nous écoute quelque part et qu'on pourra peut-être dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines prendre la bonne décision, celle qui permette aux rédactions. Parce que au même moment que le mal continue, on bloque par des programmes. Les rédactions, on dit, on vous envoie tel technicien, on vous envoie tel docteur, mais la société, elle n'a pas cessé de demander de présenter les factures aux rédactions. La régie des eaux n'a pas baissé les mains. Et nous continuons par payer les salaires en faisant ce travail. J'ai conscience et je crois et suis certain que le gouvernement fera quelque chose de consistant pour accompagner l'ensemble des médias. Dieu vous écoute pour les organes et les personnes qui animent ces organes. 93.5 Canal FM. Merci de nous rester fidèles, bienveillants avec votre contribution par des questions et par des critiques. C'est ensemble que nous serons et que nous irons. Eh bien, pour clôturer l'émission aujourd'hui, nous allons écouter la conclusion de notre invité, le professeur Yao Philippe Kassankogno, et nous terminons avec les cartons de ce jour. Professeur, nous avons été vraiment honorés de vous avoir à notre studio. Merci beaucoup. J'étais très content quand je vous ai écouté. Et quand j'ai su que vous avez fait le tour des lieux de culte, c'est pour montrer que nous sommes tous concernés, que la presse fait un travail qui est très important. Donc, recevez mes félicitations. Surtout vos petits-enfants, Didier et Ali Legrand. Ça, c'est important. Donc, j'insisterai à nouveau sur les différents responsables des lieux de culte là. Ce que vous avez constaté, il faut qu'ils continuent dans ce sens. Pour que dans 2 semaines, 3 semaines, quand il y aura une évaluation, qu'on puisse être satisfait que du fait de l'ouverture des lieux de culte là, qu'il n'y a pas eu de nouveaux cas. Parce que généralement, comme vous le savez, vous, les hommes et les femmes des médias, la période pour que la maladie se manifeste, c'est autour de 5 jours à 2 semaines. Donc, si d'ici 2 semaines, il n'y a pas une augmentation des cas avec ces ouvertures des lieux de culte, on pourra dire que tout va bien et que peut-être le gouvernement va aller à l'étape suivante, qui est une ouverture peut-être d'autres lieux de culte, sinon de tous les lieux de culte. Merci. Je rappelle que le professeur Kassankogno est épidémiologiste de spécialité. Il sait de quoi il parle. Merci beaucoup, professeur. Eh bien, vos cartons de fin d'émission, la couleur du carton, le destinataire et ce qui vaut ce carton-là à la cible. Ali Legrand? Non, moi, j'ai un carton vert adressé au colonel commandant de la
force anti-pandémie. Le colonel Amana. Le colonel Amana, pour le travail qui se fait, ce travail de taille. Vous savez, c'est un homme d'engagement. Et c'est ici sur ce même plateau que nous avons relevé justement les manquements par endroit. Donc ce carton vert, non seulement pour le travail bien fait, mais aussi que les agents, ces éléments qui sont sur le terrain, à certains niveaux, notamment par exemple à Balépedo, nous avons parlé des lieux de mariage, mais à Balépedo, au niveau des bars de boissons traditionnelles, Tchoukoutou, moi je crois que, oui, localement, communément appelé Tchoukoutou, moi je crois qu'il y a des gens qui sont là. La sensibilisation que nous faisons en tant que médias, lorsque vous les approchez, ils disent que non, cette maladie n'existe pas. Et donc les gens sont là, face à face, côte à côte, bras dessus, bras dessous, ils boivent avec... tel que ça se consomme localement avec les calebasses et sans aucune protection nécessaire, rien pour se laver les mains. Qu'est-ce que la FOSSA peut faire dans ce cas? Non, je crois que c'est l'occasion. Il y a le professeur l'invité qui a dit que au-delà de la sensibilisation, malgré tout ce qui se fait, un peu de bâton. Merci. Et le bâton et la carotte. Merci. Je crois que nous aimons beaucoup ça. Oui, je salue en passant un grand ami, Dr Tcholé Nyanou, et je donne un carton vers au professeur président de l'université de Lomé, Kokoroko, pour tout ce qu'il a fait pour que l'université de Lomé soit épargnée par cette maladie, cette pandémie. Il y a de grandes choses qui ont été réalisées là-bas. Donc félicitations à lui, qu'il maintienne le cap. Merci. Didier Assogba. Non, j'ajoute mon carton à celui déjà donné par l'aîné Tchakala au professeur Kokoroko de maintenir le cap pour que la reprise des cours à l'université de Lomé soit conforme à ce qui est décidé, à ce que nous avons observé au niveau des lieux de culte, parce que l'université de Lomé, vous voyez la configuration des amphithéâtres, les façons même, nous-mêmes on se battait pour les places. Il a commencé un travail de fond, que cela continue. Merci. Henri Miao, nouvelle opinion Econap. Non, bon, mon carton, il est vert, il va à l'endroit de tous les journalistes togolais qui, malgré les difficultés, se peinent et tiennent bon dans la sensibilisation contre la Covid. Merci. Carton de cœur à vous qui nous écoutez, qui partagez les expériences avec nous, qui nous apportez plein d'informations un peu partout au Togo, en Afrique, dans le monde. Coucou à vous. C'est fini pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain mardi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.